Hey, salut tout le monde, je suis super contente comme d'habitude de vous retrouver. Nous allons parler de mon bilan du mois de juillet. J'ai beaucoup lu, vous allez le voir, je vais vous montrer quelques images de ma pile de juillet. J'ai beaucoup lu parce que je prépare la rentrée littéraire. Vous le savez, elle arrive dès le 18 août en librairie et j'aime tous les étés pouvoir préparer ça, lire beaucoup de titres que j'ai reçus en amont des maisons d'édition pour pouvoir vous en parler à leur sortie et vous guider un petit peu par mes chroniques dans le choix de vos futurs achats éventuels. Voilà, donc j'ai eu un rendement conséquent, j'ai lu plus d'une quinzaine de titres. Je vous avoue que là je me suis un petit peu calmée pour le mois d'août parce que j'étais en train de faire une indigestion. Il faut aussi que je vous dise que certains romans, certains livres ont été lus dans le cadre d'un prix littéraire parce que j'ai accepté d'être jurée pour le prix Malesherbes qui arrivera en septembre. Je vais vous présenter furtivement ces titres-là, mais je n'ai pas le droit de vous donner mon ressenti. Le lauréat sera annoncé le 18 septembre, donc je vous dirai ce que j'ai pensé des titres après cette date, mais ça ne m'empêche pas de vous montrer en tout cas les livres lus. C'est parti pour mon bilan livresque. On commence avec Les délices de Tokyo de Dorian Sukegawa, un livre qui m'avait été inspiré lors d'un club de lecture. Nous parlions de nourriture en littérature et une abonnée avait présenté ce titre. Ça a été un petit moment gourmand, j'ai envie de dire, dans mon mois de juillet, un moment doux et poétique, comme savent le faire les Japonais en littérature. J'ai vraiment retrouvé ce que j'aimais, à savoir un livre, un récit contemplatif. Il ne faut pas s'attendre à des milliers de rebondissements. Une jolie rencontre entre trois héros. Et puis la promesse peut-être d'une jolie adaptation cinématographique, parce que vous m'avez dit que ce livre avait été adapté au cinéma et que ce film avait été sélectionné pour les Césars, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est sur ma wishlist. J'ai très envie de le voir dans les prochaines semaines. Un livre qui fait du bien, qui m'a vraiment embelli 2 soirées, on va dire. Je l'ai lu en 2 soirées. Et j'en garde un doux souvenir. Alors j'ai pris pour habitude le dimanche matin de sortir une bande dessinée ou un livre d'art de ma pile à lire. En tout cas un ouvrage qui peut se lire dans la journée. J'aime bien faire ça, j'ai l'impression de vider un petit peu ma palle. En juillet j'ai sorti 2 livres de la collection Taschen, une collection dont je vous ai souvent parlé. O'Keeffe, donc forcément la peintre Georgia O'Keeffe, et Gauguin. Ce sont des ouvrages à 12 € qui ne font que 100 pages, 94-95 pages précisément, et qui vont présenter le travail de l'artiste en quelques tableaux et en quelques mots. Je vais vous montrer un petit peu. Moi en général j'arrive à lire ces livres en un dimanche. Ça me permet de m'instruire, déjà j'apprends beaucoup. Georgia O'Keeffe par exemple, je ne connaissais pas beaucoup son travail mais j'avais très envie de la découvrir. Et Gauguin évidemment je connaissais, j'ai fait une expo sur lui en plus à Berlin, mais j'avais envie de m'immiscer un peu plus dans sa carrière. Ensuite, j'ai avancé dans ma saga du poids des secrets d'Aki Shimazaki. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vous avais parlé du premier tome lors de mon bilan de juin. J'ai lu les tomes 2 et 3 ce mois-ci et je vous ferai une chronique complète parce que cette saga comporte 5 tomes. Donc j'ai décidé de vous en parler vraiment quand j'aurai terminé les 5. J'attends que ma librairie rouvre, là elle est en congé pour les vacances, pour me procurer les 4 et les 5. C'est des récits, donc c'est de la littérature japonaise également, c'est une saga familiale historique on va dire. Et chaque roman présente un narrateur différent, un héros différent. On a 5 membres d'une famille, pour le dire comme ça succinctement, et ça va présenter, chaque roman, chaque personne est narrateur à son tour. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Le prochain ouvrage que je vous présente, je ne l'ai pas, on me l'avait prêté, je l'ai rendu. Je vous mets la photo ici, il s'agit de Sorcière de Mona Chollet. Un essai, moi qui ne lis que peu d'essais, j'ai été embarquée les dernières semaines dans différents essais. Là c'est un essai féministe. Et celui-ci pour moi a été un peu un pied dans l'étrier. J'ai démarré avec celui-ci, ça m'a donné envie d'en lire beaucoup d'autres. D'ailleurs vous m'avez fait de nombreuses recommandations sur les réseaux et je vous en remercie parce que j'ai très envie d'aller en librairie pour en acheter.
Si vous aimez les ouvrages engagés, vous ne serez pas déçus. Elle dénonce pas mal dans ce titre et d'ailleurs je vous ai fait une chronique. Donc si vous voulez aller voir la chronique complète sur mon blog, elle est déjà disponible. Le prochain roman était dans ma wishlist depuis un moment, depuis sa sortie. L'autrice était venue en parler sur le plateau de la Grande Librairie et j'avais été convaincue par les mots de François Bunel. Il s'agit de L'éternel fiancé d'Agnès Dezart, une écrivaine que j'aime beaucoup. Je m'attendais à un énorme coup de cœur et en fait j'ai mis un petit peu de temps à rentrer dans cette histoire. J'ai trouvé le début semblable aux écrits de Boris Vian. Donc un petit peu fantastique, un petit peu barré, un petit peu loufoque et au début j'étais un peu perplexe. Je dois dire que ça m'a déstabilisée, je m'attendais pas à ça. Donc ce qui fait que cette lecture n'est pas un coup de cœur et je n'ai pas encore réussi non plus à vous en parler sur le blog. J'ai l'impression que j'ai besoin un peu de digérer cette histoire. Je ne sais pas trop, est-ce que j'ai aimé vraiment, est-ce que je suis un peu perdue je dois dire. Donc je serais curieuse de savoir si vous l'avez lu déjà et ce que vous en avez pensé, si vous avez eu ce sentiment bizarre à la fin du livre en le refermant en disant finalement qu'est-ce que j'en pense de ce livre. Ensuite, j'ai enchaîné avec Toute une moitié du monde d'Alice Zeniter, un titre qui ne paraît qu'à la rentrée littéraire, il me semble que c'est le 18 août. Je ne suis pas autorisée à trop vous en dire. Maintenant, sachez que ça va être un de mes coups de cœur de cette rentrée. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, le premier pour moi d'Alice Zeniter et qui m'a donné envie de découvrir ses romans. Là, on est sur un essai, on n'est pas du tout sur une fiction, mais je vous en dirai plus quand il sortira. J'ai aussi eu le bonheur de retrouver la plume de Muriel Barbery dans Une heure de ferveur. J'avais adoré Une rose seule dont je vous parle beaucoup et souvent depuis 2020, sa sortie, il me semble que c'était pendant le confinement. Un énorme coup de cœur et j'ai eu la joie de retrouver un petit peu les mêmes personnages. Une rose seule présentait une femme de 40 ans qui s'appelle Rose, qui venait découvrir au Japon le testament de son père et dans Une heure de ferveur, on a l'histoire de ce père. Donc ça se lit indépendamment, hein, il n'y a aucun problème, vous pouvez lire celui-ci sans avoir lu le précédent. Ce n'est pas la suite, mais c'est intéressant de voir un petit peu l'autre côté, l'autre facette. Le coup de cœur du mois, il est ici. Il s'agit des Écailles de la mer l'été d'Éric Metzger, un livre qui m'avait été recommandé par mon libraire, qui m'avait stipulé que c'était complètement barré et loufoque. Je peux vous le confirmer. Alors Éric Metzger fait partie du duo Éric et Quentin que vous avez peut-être vu à la télévision. Un duo aussi drôle que complètement déjanté et c'est ce que j'ai retrouvé dans ce récit. C'est très drôle, c'est très original, c'est quelque chose que je n'avais encore jamais vu en littérature, je trouve, et qui est finalement aussi très profond. Je dois dire que c'est assez brillant en termes d'écriture. Un roman dont on n'a pas forcément beaucoup entendu parler, mais qui mérite d'être lu. J'ai découvert un autre titre de la rentrée littéraire, Partie italienne d'Antoine Chauplin. Il ne sort que fin août, donc je ne suis pas autorisée à trop vous en dire non plus. Mais vous ferez un voyage, comme son titre l'indique, en Italie. Vous ferez un voyage artistique et historique avec ce livre. Et puis vous découvrirez aussi le jeu d'échecs. C'est assez original. On est sur un duo, sur un homme et une femme qui se rencontrent en Italie. Je vous en reparlerai, c'est promis. Je continue avec un flop, je dois bien le dire, La famille Martin de David Fuenquinos. C'est pourtant un de mes auteurs chouchous, mais il m'arrive aussi d'être déçue par mes écrivains préférés. Cette histoire, le début de cette histoire, c'est un écrivain qui descend dans la rue et qui va interpeller la première passante pour lui demander de lui raconter sa vie et écrire sa vie. David Fuenquinos a toujours prétendu lors d'interviews que c'était une histoire vraie, qu'il était en manque d'inspiration, qu'il était descendu dans la rue et qu'il avait raconté la vie de la première personne qu'il avait croisée. J'ai rencontré David Fuenquinos au mois de juillet, il m'a dit que c'était faux. Partant de ce principe-là, je n'étais plus du tout dans la même optique, dans le même état d'esprit pour commencer ma lecture. Et voilà, j'ai en effet démarré le livre en me disant que tout était faux en fait. Donc
Ça a perdu en crédibilité, je vous en ai déjà parlé hein, sur le blog et sur Instagram, mais c'est ce qui fait que je n'ai pas accroché et pas adhéré à ce livre. En juillet, j'ai aussi eu l'occasion de découvrir Quelqu'un qu'on aime de Séverine Vidal, un titre feel good qui avait été glissé dans la box Cube. Vous connaissez sûrement Cube, je vous remets le lien en barre d'infos. J'avais une collaboration avec eux et d'ailleurs ils vous offrent 10 € grâce au lien que je vous mettrai en légende si ça vous dit. Donc 10 € sur l'achat de la box feel good. Il y a 4 titres dedans et il y a des gourmandises. Je me suis plongée dans celui-ci, j'ai trouvé ça hyper frais, hyper léger et assez original comme road trip. Alors on est sur un road trip donc c'est quelque chose qui a été beaucoup fait en littérature, mais je n'ai pas retrouvé tous les codes et tous les clichés entre guillemets que j'avais pu déjà lire sur le sujet. Donc j'ai beaucoup aimé, ça m'a fait passer une bonne soirée, je me suis attachée au personnage et si vous avez envie de quelque chose de léger et qui fait du bien, c'est le moment, c'est l'été et c'est le livre parfait. Vous commencez à me connaître, il n'y a pas un mois sans que je ne vous parle d'un titre d'Annie Ernaux. J'ai lu L'autre fille au mois de juillet, en complément de ma lecture de La Place. Ça m'avait été recommandé par l'une d'entre vous. Dans La Place, elle évoque son père. Là, elle nous parle de sa sœur, née et décédée avant sa naissance, et dont l'existence a été complètement tue par ses parents. Ça a été le secret de famille et le tabou durant toute sa vie. Donc elle évoque en 70 pages, parce que vous le savez, Annie Ernaux ne fait que des récits très très courts, elle évoque les souvenirs de cette enfance avec ce secret, cette phrase qu'elle a entendue comme ça par inadvertance et qui lui a fait comprendre qu'elle avait eu une sœur. C'est un récit très puissant, très violent par moments, propre à Annie Ernaux et d'une écriture qui est plate comme d'habitude, comme elle sait le faire. Donc à découvrir également. Ensuite, on passe à la librairie de la Place aux Herbes d'Éric de Kermel, un livre qui était dans ma wishlist depuis tellement longtemps et qui m'a été prêté par une copine. Là, je l'ai reçu en plus dans son édition augmentée. La maison d'édition a réimprimé le livre avec un chapitre supplémentaire. Alors, c'est un livre, une lecture un petit peu mitigée. Au début, j'étais persuadée du coup de cœur, j'étais hyper emballée. Je trouve que ce livre au début nous invite, nous donne envie d'ouvrir une librairie. J'avais qu'une envie, c'était de tout quitter pour ouvrir ma librairie. Et nous donne aussi très envie de lire une tonne de livres parce que la narratrice présente beaucoup de romans. Et puis au fil du temps, c'était un petit peu parti en développement personnel et je ne suis pas très attirée par ce genre. Les chapitres s'enchaînent selon la même mécanique et on a comme ça la libraire qui est l'héroïne qui va améliorer la vie de ses clients. Je grossis un peu le trait en vous disant ça, mais c'est ce qui m'a un peu déplu et j'ai trouvé que c'était un petit peu redondant. Donc voilà, un bilan en demi-teinte, mais je suis curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me faire votre retour. Pour la deuxième fois dans ma carrière de lectrice, j'ai écouté un livre audio avec Connemara de Nicolas Mathieu. J'avais abandonné son précédent roman parce que je trouvais que l'écriture était très dense. J'avais l'impression de ne pas du tout avancer dans son livre, même si j'aimais l'histoire qu'il nous racontait. Et j'avais très envie de lire Connemara, mais j'avais peur de l'abandonner pour les mêmes raisons. Donc je me suis dit, passer par le format audio, c'est pratique, ça peut être une bonne solution. Donc j'ai écouté Connemara et j'ai beaucoup aimé. Je vous ferai une chronique complète, mais j'ai trouvé que l'écriture, même si je l'ai écoutée, était très réussie. J'ai beaucoup aimé la partie sur Hélène. On a deux héros, à la fois des chapitres sur Hélène et à la fois des chapitres sur Christophe, si je ne me trompe pas. Et je me suis beaucoup identifiée à la partie sur Hélène. Enfin, j'ai aimé vraiment suivre les aventures d'Hélène. Donc c'est un livre dont on a beaucoup parlé et je trouve que le format audio se prête très bien à cette histoire. J'ai aussi eu un coup de cœur BD ce mois-ci avec L'inconnu du bar de Jonathan Munoz, je pense qu'on prononce le Z, vous me direz si je me trompe. Une jolie surprise qui était arrivée sans prévenir dans la boîte aux lettres, que j'ai découverte. J'ai bien aimé les planches, je vais essayer de vous montrer rapidement. J'ai trouvé ça très joli et très doux en termes de couleurs. Il y a beaucoup d'humour. Derrière, ça dénonce pas mal. Et en fait, c'est
il y a plein d'histoires dans l'histoire. En fait, on a plein de petites scénettes dans la bande dessinée, dans l'histoire, dans la trame principale de la bande dessinée. Donc c'est vraiment à découvrir. Je pense que je vais m'intéresser à ce qu'a pu faire d'autres ce dessinateur parce que ça m'a beaucoup plu et j'ai trouvé ça très original. Avant de clôturer cette vidéo, j'évoque quand même les 2 titres que j'ai déjà découverts dans le cadre du prix littéraire dont je vous parlais en début de vidéo. J'ai lu Un libraire de Meredith Ledez, donc je ne peux rien vous dire dessus. Le thème, le sujet de ce prix littéraire, c'est un livre dans le livre. Donc là, avec ce titre, vous comprenez qu'elle évoque un libraire, évidemment. La Bibliomule de Cordoue, là c'est un roman graphique qui est assez conséquent, assez épais, assez lourd et que j'ai lu en plusieurs fois. C'est assez rare pour le signaler quand il s'agit d'une BD, donc j'ai hâte de vous en reparler. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle n'aura pas duré trop longtemps. J'ai lu beaucoup, donc forcément la vidéo est plus longue, mais j'imagine que vous êtes peut-être en vacances et vous avez un petit peu plus le temps de la regarder. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire des livres que vous avez pu lire, que je vous ai présentés. J'adore échanger avec vous sur ça. Si cette vidéo vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce vers le haut et je vous dis à bientôt. Ciao!